Il y a plus d'un quart de siècle, alors que jeune chercheur, je commençais mon travail sur les sociétés arabes contemporaines, faisait rage une controverse relancée par Edward Said sur la façon dont l'Occident avait créé dans des buts impérialistes la notion d'Orient. La domination imposée de l'extérieur serait relayée par un discours faisant des sociétés arabes et musulmanes des entités figées dans leur essence, dont le seul devenir positif nécessitait une intervention extérieure bénévolente chargée de les remettre dans le bon sens d'une évolution historique définie par d'autres. Il en était ainsi des disciplines à prétention scientifique, comme dans l'ensemble des représentations littéraires et artistiques concernant l'Orient. Inversement, le discours de libération nationale s'accompagnait d'une volonté de décolonisation de l'histoire qui, si elle était légitime dans son projet, n'en était pas moins créatrice de nouveaux mythes résultant de la projection sur des périodes précédentes de catégories d'analyse et de pensée du temps présent. La place, qui était ainsi la mienne, se trouvait prise sous le feu de critiques virulentes qui avaient le mérite essentiel de définir les limites et les risques de toute tentative de faire l'histoire contemporaine du monde arabe. En août 2003, peu de temps avant sa disparition, dans une sorte de testament intellectuel et dans le contexte de la conquête militaire de l'Irak par les forces anglo-américaines, Edward Said marquait son refus obstiné d'accepter l'idée de conflit opposant l'Occident et l'Orient, l'Amérique et l'Islam, terme vide de sens propice à toutes les mystifications. Il rappelait la différence profonde entre la volonté de comprendre, avec pour finalité la coexistence et l'élargissement des horizons, et le recours à l'esprit de domination. Seule l'idée d'humanisme, c'est-à-dire le sens d'une communauté avec les interprètes d'autres temps et d'autres sociétés, pouvait servir de bouclier contre l'arrogance impériale fondée sur le mépris, ainsi que la régression intellectuelle nourrie par la colère et la frustration, et qui se solde par le rejet de tout effort de compréhension rationnelle de soi et des autres. Refuser l'irréductible conflit des civilisations passe par un travail patient, voué à l'édification des bases du dialogue et d'entente mutuelle. Ces rappels marquent combien est difficile d'écrire l'histoire contemporaine du monde arabe, condamné par les uns et par les autres à être immédiatement redéfini en fonction des exigences politiques du moment présent. Il faut écarter d'emblée la solution de facilité que constitue la tentation postmoderne d'une incompatibilité des récits historiques autistes dans lesquels s'enfermeraient les acteurs. Elle est contraire à tout esprit critique. La notion d'une naissance occidentale à la généalogie supposée gréco-latine ou judéo-chrétienne n'a pas plus de sens que celle d'un Orient immuable. Il n'existe qu'une pluralité de sociétés et de périodes avec lesquelles le savant et l'intellectuel doivent se mettre en position de dialogue. Être humaniste signifie rejeter le rapport de force, reconnaître l'autre et accepter qu'il vous change. S'il est une institution qui a su donner à l'humanisme sa place d'honneur, c'est bien le Collège de France. La connaissance des langues orientales anciennes y est présente dès sa fondation en 1530, et la première chaire d'arabe date du début du XVIIe siècle. Ses premiers titulaires se sont illustrés dans le domaine religieux avec la traduction arabe de la Bible dans le cadre de la Bible polyglotte. En l'absence de Français compétents, on a eu recours à des membres du Collège maronite de Rome, à qui l'on doit dans l'Europe catholique les premiers enseignements réguliers de l'arabe. Dans la seconde moitié de ce siècle, des humanistes aussi prestigieux que d'Herbelot de Molinville ou Antoine Galland se sont attribués la mission de faire entrer la littérature orientale, définie alors comme turque, arabe et persane, dans la littérature universelle et ce qu'on définissait alors par les littératures modernes. La traduction des Mille et une nuits au début du XVIIIe siècle en marque la brillante réussite. Cette tradition s'est continuée jusqu'à nos jours et André Miquel en a été récemment l'un des plus éminents représentants. Tout en consacrant leurs efforts à l'extension du domaine de la littérature universelle, ces professeurs
dans leur enseignement et dans leurs publications, n'ont pas manqué de faire allusion aux événements contemporains. Certains d'entre eux étaient préalablement passés par des fonctions de droguement, diplomates-interprètes, et étaient évidemment plus sensibles à ce genre de sujet. En voulant établir une science des religions, chargée de divulguer les secrets de l'histoire humaine, Ernest Renan a repoussé les limites fixées. Il a su répondre à cette interrogation centrale de la pensée européenne du XIXe siècle, mais il aboutit à une condamnation sans appel des sociétés musulmanes de son temps, son œuvre devenant de ce fait l'exemple parfait de cette arrogance coloniale tant décriée. Il suffit, pour mesurer l'utilisation de ces idées, de voir combien les responsables coloniaux, en particulier britanniques, ont pu se revendiquer de lui pour justifier la nécessité d'une longue tutelle avant que les peuples colonisés puissent accéder pleinement à la civilisation moderne. Une vraie science du contemporain apparaît au collège dans un contexte résolument colonial avec la création d'une chaire de sociologie et de sociographie du monde musulman. Elle est due à un ancien officier des affaires indigènes, Alfred Le Châtelier, frère d'un célèbre physicien aussi membre du collège, qui réussit à persuader les autorités de créer en 1903 cette chaire financée par le gouvernement général de l'Algérie, auquel s'adjoindra plus tard le protectorat marocain. Si son but est de servir la politique musulmane de la France, son espoir est de voir, je cite, que les institutions, les gens et les choses du monde musulman nous apparaissant avec plus de réalité et moins de convention, nous n'attendrons pas que les peuples de l'islam soient passés du rang de marché résigné à celui de nation en défense pour nous rappeler pratiquement qu'ils existent. Fin de citation. Il cherche alors à bâtir une sociologie du changement dans les sociétés musulmanes. Les mots évolution, transformation reviennent de façon récurrente sous sa plume. Il ne s'agit pas, selon ces termes, d'une astrologie académique qui ne voit l'avenir que dans le passé, mais d'une science fondée sur une documentation générale et continue. Il marque l'importance primordiale de ce qu'on appellerait aujourd'hui la recherche de terrain. Je cite, « L'intuition sociologique sans appui documentaire rappelle la médecine d'imagination sans microscope ou la métallurgie de sentiment sans analyse chimique et métallographie. » Son suppléant, puis successeur en 1926, Louis Massignon, dans la même chaire et dans les mêmes conditions, c'est-à-dire protectorat marocain et gouvernement général de l'Algérie, continue l'exercice d'entreprise documentaire, en particulier par ses annuaires du monde musulman. Sa sociographie, indissociable de son œuvre documentaire, se fonde sur 4 questions types, dit-il, source permanente des solutions politiques possibles. Alors, ces 4 questions types sont l'industrialisation et l'évolution de l'artisanat, les réformes pédagogiques et les programmes d'enseignement public, le statut de la femme, la modernisation de l'outillage apologétique de l'islam. De ce questionnement, qui, selon ces termes, témoigne d'une sympathie psychologique conditionnelle pour un monde encore très différent du nôtre, malgré les progrès de la pénétration et de la colonisation économique, naît progressivement chez lui ce qu'il appelle une science esthétique de la compassion. L'œuvre de Louis Massignon est immense et attend encore une exégèse critique. Si son exigence d'émancipation des musulmans est présente dès le début de sa quête, il a longtemps cru qu'elle devait se faire dans un cadre français et agit dans ce sens. C'est la mort dans l'âme qu'il s'est lancé furieusement dans son dernier combat en faveur des indépendances. Dès les années 1930, la sociographie massignonienne se trouve concurrencée par celle de Robert Montagne, qui a le goût des enquêtes collectives et de la création d'institutions. Devenu professeur au collège en 1948, sa recherche porte sur l'État moderne en Afrique et en Asie. À son grand regret, il prend acte du discrédit de la colonisation et s'interroge sur les conséquences de ce phénomène historique, la généralisation de l'État moderne, du modèle de l'État moderne qui détruit en peu de temps les institutions et les communautés fondamentales
pour faire émerger des nations nouvelles. Il énumère les risques d'un tel nivellement: disparition des libertés traditionnelles, dissolution des anciennes solidarités, création de nouveaux autoritarismes. Il s'interroge, selon ces termes, sur ce monde aux apparences multiples, aux formes souvent mal définies, dans lequel lentement et difficilement se constituent les nations africaines et orientales. Il vit les débuts de la décolonisation du Maghreb comme un véritable drame personnel, même s'il a su préparer ses élèves à accepter l'inévitable que lui-même refusait. Jacques Berck, qui succède doublement à Montaigne et à Massignon en 1956, fait de son histoire sociale du monde arabe, intitulée dont il attribue la paternité à Benveniste, un modèle de ce qui, selon lui, n'avait pas été entrepris jusque-là, c'est-à-dire une application loyale des sciences sociales au monde de l'islam, aboutissant à la création, je cite, d'une aile orientale des sciences sociales et humaines, une aile fréquentée par des chercheurs de partout. Fin de citation. Il est l'homme pour qui le moment de la décolonisation rétablit paradoxalement l'unité de l'espèce humaine. Il l'explique ainsi en 1964 à Beyrouth, je cite, « Les Arabes, par la violence subie et exercée, auront rejoint le cortège de tous. Tel est d'ailleurs le sens de leur émancipation politique, et plus encore celui de leur évolution intellectuelle et sociale. Chaque nation aujourd'hui, ou plus précisément chaque culture, se trouve prise dans un double débat, celui de son originalité avec sa mondialité, celui de son authenticité et de son devenir. C'est ce que j'appelle la croisée, ou si vous voulez, l'ogive dialectique de notre temps. C'est à cette authenticité et à cette originalité qu'il a voué les dernières années de sa recherche. Partant des défis de l'islam dans le monde moderne, il a voulu revenir au sens du message, non dans sa nature intrinsèque qui se réfère par définition à l'absolu, mais à sa signification par rapport aux hommes. Il en est sorti un essai de traduction du Coran. Il n'existe pas au collège de succession de chair, mais des continuités intellectuelles. Et c'est dans cette tradition du contemporain qu'il faut inscrire ma démarche présente. L'histoire contemporaine, dont il s'agit aujourd'hui, est fidèle à sa définition la plus universitaire, celle qui va de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Cette périodisation, due à l'histoire européenne, a sa pleine signification pour l'ère culturelle considérée. La période qui naît entre la guerre russo-ottomane de 1768-1774 et l'expédition d'Égypte de 1798 est celle où l'Europe puis l'Occident étend son emprise multiforme sur les sociétés arabes, entraînant chez elles de perpétuelles recompositions. Bien entendu, il faut abandonner l'idée d'un monde figé et décadent que l'Europe aurait remis en mouvement. Par bien des côtés, la société ottomane constitue une apogée des créations institutionnelles de l'islam classique et non une décadence. Et justement, dans ce XVIIIe siècle, en particulier dans le croissant fertile, se mettent en place des groupes sociaux qui seront les acteurs des 2 siècles suivants. La moindre familiarité d'aujourd'hui avec ces sociétés permet de s'en rendre compte. Tous les termes géographiques utilisés pour désigner cette région du monde ont une origine et une signification politique. Fussent-ils venus d'Occident, comme Levant, Proche-Orient, Moyen-Orient, ou repris de mots arabes, comme Maghreb, Occident, ou Mashrek, Orient. Ils sont à la fois projet politique et reconnaissance d'un état de fait, ce qui explique leur très grande plasticité qu'aucune logique sémantique ou étymologique ne justifie. Tel est le cas du monde arabe, ou de monde arabe, originellement doublet tardif de monde musulman, terme créé dans la seconde moitié du XIXe siècle, dont l'usage généralisé ne date que des années 1930, plus particulièrement de 1936, moment où le nationalisme arabe définit son champ d'action comme étant la région allant du Golfe à l'océan. Robert Montaigne a été le premier à l'utiliser systématiquement
en France. Les nationalistes arabes ont voulu en faire un ensemble unitaire. Aujourd'hui, on se plaît surtout à en marquer le pluralisme à l'intérieur d'une culture commune. Selon l'adage célèbre, toute histoire est histoire contemporaine, car elle est interrogation d'un présent sur le passé, même le plus lointain. L'historien appartient à son temps et à sa société. Sa première démarche est d'en être conscient dans la formulation de ses questionnements. Cette précaution d'ordre général a une force singulière quand il s'agit du monde arabe, lieu de toutes nos passions contemporaines. Elle implique immédiatement le rejet de l'hypothèse, ou de l'hypothèque, culturaliste, selon laquelle les Orientaux, en général, et les Arabes en particulier, seraient prisonniers d'une culture et d'un système politique particulièrement préjudiciables au progrès. Les tentatives entreprises, le plus souvent dans la violence, depuis Bonaparte en 1798 jusqu'à 2003, de les libérer et de les doter d'institutions libérales s'avèrent infructueuses, preuve s'il en faut de leur ingratitude native. Par ailleurs, si les discours arabes doivent être pris au sérieux, comme Jacques Berck l'a fait avec une telle maîtrise, et être ressentis intérieurement, suivant l'exemple de Louis Massignon, la tâche de l'historien n'est pas de les répéter, mais de les critiquer. Le reproche que l'on peut vraiment faire aux orientalistes des temps anciens est d'avoir repris littéralement ce que les Arabes disaient d'eux-mêmes, sans s'interroger sur les différents enjeux que ces discours, ici comme ailleurs, dissimulent ou expriment. Il en est ainsi des sources qui sont déjà en soi des propositions d'interprétation. L'immédiateté de l'événement, répercutée dans l'instant par les grands moyens de communication, est suivie quelques mois après par des travaux d'investigation, puis les années suivantes par la collecte de témoignages et la publication de mémoires, enfin par l'ouverture des archives. Du fait de la colonisation et de la domination extérieure, la plus grande part des archives politiques de la région, pour la période antérieure aux indépendances, se trouve à l'extérieur des pays en question et, en général, les archives arabes postérieures aux indépendances ne sont pas communicables. N'y échappent en partie que les archives sociales du XIXe siècle et les recherches dites de terrain des sciences sociales du XXe. Les sources vraiment arabes disponibles pour les périodes postérieures aux indépendances sont essentiellement composées de la presse, d'une abondante littérature mémorielle et de papiers privés d'accès malaisé et de conservation incertaine. Il en ressort que les récits historiques, y compris ceux des historiens arabes, sont largement tributaires de ces ressources extérieures. Les archives ottomanes, britanniques et françaises, maintenant américaines, sont cette documentation générale et continue dont parlait Alfred Le Chatelier, qu'utilisent tout autant historiens occidentaux et historiens arabes. Celui qui ouvre le premier ces archives influe directement sur la compréhension du passé et donc du présent en imposant ces catégories d'interprétation. Britanniques, Américains et Israéliens l'ont compris, les Français tardent à le faire et les Arabes en général s'y refusent. Dès lors, l'historiographie nationaliste arabe est bien souvent un décalque, avec naturellement des inflexions de valeur, de l'historiographie occidentale de la région. Il existe d'ailleurs aujourd'hui deux circuits universitaires de production de l'histoire arabe, un circuit international qui depuis des décennies a intégré en son sein des savants originaires des pays arabes, en témoignent des grands noms comme Philippe Kaïti ou Albert Hourani, et un circuit local où le meilleur côtoie le pire, comme j'ai pu m'en rendre compte à bien des reprises. Encore aujourd'hui, l'historien du monde arabe se trouve dans la situation, finalement plutôt enviable, de l'explorateur du XIXe siècle. Alors que dans les précarés européens et nord-américains, la densité d'historiens par période considérée est probablement la plus élevée au monde, d'où un foisonnement d'études de détail, voire un certain maniérisme dans les problématiques, dans mon domaine, la carte du savoir reste grossière, marquant par-ci et par-là l'existence d'une montagne,
les contours d'un grand lac, la proximité d'une forêt. L'essentiel du défrichement, ou plutôt du déchiffrement, des sources reste à faire. L'histoire politique est la mieux connue grâce à la surabondance des sources diplomatiques. Les autres formes d'histoire existent à peine. Ce que nous avons dans ces domaines, ce sont des échantillons à partir desquels on a souvent tendance à généraliser. Si une chronique, par la simple sélection des faits, est déjà une interprétation, toute démarche d'approche et de compréhension se doit d'emprunter aux sciences sociales ces modèles explicatifs, au risque de les déformer pour les adapter aux problématiques généralistes des historiens. Le premier de ces modèles nous vient de l'anthropologie. C'est à propos des sociétés arabes qu'a été élaborée, à partir de Robert Montagne en particulier, la théorie dite segmentaire. L'idée générale est que ces sociétés sont régies par des solidarités parentales élargies, dites asabiyat, fondement permanent du pouvoir politique et aujourd'hui obstacle puissant à l'établissement de la démocratie, défini par un rapport unique entre les citoyens et l'État. Le modèle patriarcal, hostile à l'émancipation féminine, daterait du néolithique et aurait eu comme premier théoricien le grand Ibn Khaldoun. Ces idées néo-khalduniennes ont eu un grand écho contemporain et Michel Seurat, peu avant sa disparition tragique, en avait fait la clé d'interprétation de l'actualité du Proche-Orient. La simple constatation empirique dans un pays comme le Liban, présenté comme le plus moderne du monde arabe, montre combien cette réalité est vivante aujourd'hui. Néanmoins, les néo-khalduniens font en général l'impasse sur l'histoire mamelouk et ottomane, c'est-à-dire sur l'essentiel de l'héritage étatique islamique depuis le XIVe siècle, et dont le principe majeur était le rejet de telles solidarités. Les structures dites anthropologiques appartiennent à l'histoire, et les transformations du régime démographique depuis le XIXe siècle n'ont pu qu'altérer profondément un système patriarcal, ne serait-ce que dans la répartition des classes d'âge. On peut même s'aventurer à supposer que la réapparition des solidarités familiales est un effet paradoxal d'une modernisation qui a mis fin à un ancien régime ottoman, analogue à l'ancien régime occidental. On aligne ensuite une série de modèles socio-économiques dont le principal intérêt est de permettre la comparaison avec d'autres aires culturelles et de diminuer ainsi une exceptionnalité supposée du monde arabe. En 2 siècles, le monde arabe a ainsi connu une succession extraordinairement rapide de modèles à partir d'une économie ottomane patrimoniale et autocentrée, suivie de la mise en place d'une économie coloniale fondée sur l'échange de matières premières contre les produits manufacturés européens. En réaction au XXe siècle, le projet national s'est construit sur la fermeture imposée par le projet d'industrialisation par substitution des importations, avec les variantes capitalistes ou socialistes. La rente pétrolière, en rendant le pouvoir indépendant de la société et en faisant perdre le sens de la rentabilité des investissements, s'est montrée plus destructive que constructive. Aujourd'hui vient l'heure redoutable des ajustements structurels imposés d'extérieur, avec leurs douloureux effets sociaux. Ainsi, la crise algérienne actuelle est, par ses origines, tout à fait proche de la crise vénézuélienne, les deux étant l'effet du contre-choc pétrolier. Leur déroulement différent, en revanche, s'explique par des héritages historiques sans commune mesure. L'économie politique, élargie aux données démographiques et géographiques, offre un instrument puissant de compréhension des sociétés arabes contemporaines. La simple énumération des éléments de cette succession de modes d'organisation révèle l'ampleur des transformations économiques et sociales des 2 derniers siècles.
Bien souvent, aucune interprétation culturaliste ne peut rendre compte des changements écoulés ou en cours. En revanche, l'analyse des écarts, accès à l'éducation et au savoir, répartition des biens, comportements sociaux et culturels, donc l'analyse des écarts entre les classes sociales et les genres sexués, les classes sociales, les classes d'âge et les genres sexués, conforte une vision réaliste et évolutive des dynamiques internes des sociétés arabes où tous les cas d'espèce se retrouvent. Dans cette perspective, et en dehors de toute référence victimaire et identitaire, l'étude des groupes minoritaires et des genres sexués y trouve légitimement sa place. Leurs statuts ne sont pas des éléments statiques issus d'une mythique époque médiévale, mais des ensembles en perpétuelle évolution et recomposition. Les modèles interprétatifs débouchent sur l'élément central constitué par la ou par les cultures politiques arabes des derniers siècles. Au début de notre période se trouve l'ancien régime ottoman. À l'instar des autres sociétés agraires de la même période, le mode d'organisation sociale se veut fonctionnel et qualitatif. La classe dirigeante, d'épée et de plume, se compose en théorie de serviteurs du sultan, avec interdiction absolue de succession héréditaire, ce que Ernest Gellner appelait une classe castrée. En revanche, les fonctionnaires religieux pouvaient se succéder dans leur magistrature et ne s'en privaient pas. La société, que l'on appellerait aujourd'hui civile, est alors formée de sujets protégés par la loi islamique et de protégés non musulmans d'aimer. Dans le réel, l'évolution sociale autorise l'émergence d'une vaste catégorie de notables issus de ces différents groupes qui tendent à accumuler les ressources urbaines et rurales et à renforcer leur situation sociale en jouant sur les groupes solidaires. L'autorité impériale les ménage et les utilise en les rendant responsables du maintien de l'ordre public. Enfin, le régime provincial se trouve profondément décentralisé, formant une sorte de Commonwealth ottoman, reconnaissant la légitimité plus ou moins lointaine de la Porte. Ces groupes sociaux sont bien en place au moment où la pression européenne s'appesantit. L'économie locale est progressivement captée par l'économie européenne qui impose sa transformation des échanges. Puis, avec l'expédition d'Égypte de 1798, la menace d'une mainmise directe devient concrète. La question politique essentielle est de savoir comment concilier indépendance et maintien de son identité. L'émergence de la culture politique arabe contemporaine s'inscrit dans cette problématique. Les exigences de l'État en mutation vers la modernité, au sens de Robert Montagne, imposent la fin de la division fonctionnelle des pouvoirs. Les anciens serviteurs du sultan et les groupes des notables avec lesquels ils fusionnent se transforment en aristocratie dirigeante au service d'un régime de plus en plus autoritaire, soit sur une base locale comme en Tunisie ou en Égypte, soit en restant sous l'autorité directe de la Porte dans l'Asie arabe. La modernité impose un despotisme volontariste, contraire aux anciennes libertés de jadis, sanctionné par une légitimité islamique de la révolte contre le pouvoir injuste. Partisans des réformes tendant à l'occidentalisation et défenseurs d'un système de valeurs fondé sur la religion s'opposent. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, la question de savoir s'il faut réformer l'islam ou islamiser les réformes se pose. Afin de justifier les transformations en cours, on multiplie les inventions de la tradition, tandis que l'on érige la société de Médine au temps des 4 premiers califes comme le modèle idéal vers lequel on doit revenir. Reste à savoir s'il faut retrouver la lettre ou l'esprit du temps béni des origines. Dans le même mouvement, les anciens protégés sont émancipés sur la base de la communauté confessionnelle reconnue par l'État qui lui délègue une part de ses responsabilités.
L'évolution sociale conduit à l'adoption du principe d'égalité en droit, moins d'un demi-siècle après la Déclaration française des droits de l'homme. Au lieu d'emprunt à l'Occident, il est plus approprié de parler de synchronisme d'évolution que l'on retrouve partout dans l'Ancien monde. Là encore, si les conditions du changement obéissent à une logique commune, ces modalités restent spécifiques. Ainsi, dans l'espace ottoman, l'égalité religieuse s'exerce par l'institution de groupes, avec le risque contradictoire de les voir s'affirmer en collectivité ethnique à vocation nationale et de se diviser en solidarités antagonistes. Ce qui était réservé aux non-musulmans au XIXe siècle s'étendra au XXe siècle aux musulmans, et le confessionnalisme, avec ses traductions politiques, deviendra la règle des sociétés arabes orientales. Loin d'être un héritage du passé, il est le produit de la modernité, même si ces ruptures sont justifiées par l'invention d'une continuité mythique avec un passé reculé. La recentralisation du pouvoir ottoman s'oppose aux tendances centrifuges des provinces, objet des convoitises coloniales des puissances européennes. Un trait fondamental et récurrent du jeu politique émerge. Un acteur local, jugeant sa position menacée par d'autres compétiteurs, aura recours à une intervention étrangère pour se maintenir face à des adversaires qui font de même ou qui se posent en défenseurs de l'indépendance contre l'ingérence étrangère. Le premier événement de ce genre est la désignation en 1799 de Bachir de Shihab comme émir de la montagne libanaise par les Britanniques. L'exemple parfait est fourni par les crises d'Orient de 1833 et de 1840, où face à la tentative de construction étatique de Muhammad Ali, Mehmet Ali, l'Empire ottoman obtient une intervention salvatrice de la Russie et de la Grande-Bretagne. Le système politique local se trouvera ainsi intégré totalement au jeu des puissances étrangères. Avant 1914, un maronite de la montagne libanaise représente la France et un druze de la Grande-Bretagne. Une rixe entre les deux menace de dégénérer en crise entre les deux grandes puissances. Les provinces arabes de l'Empire ottoman se trouvent ainsi régies par les équilibres instables des puissances extérieures, promptes à vouloir se doter de clientèles diverses, avec des conflits majeurs comme la guerre de Crimée, par exemple. Quant au début du XXe siècle, un mouvement autonomiste arabe apparaîtra dans les pays de Syrie, dans le pays de Cham. Il se placera naturellement à l'intérieur de ce grand jeu international. Cette logique survivra à l'Empire ottoman et aux empires coloniaux pour se muer en règle entre États devenus indépendants. La guerre froide entre les deux blocs se traduira par la constitution de blocs arabes antagonistes, voire de ce qu'on appelait une guerre froide arabe. Saddam Hussein, en difficulté dans la première guerre du Golfe contre l'Iran, obtiendra une intervention navale occidentale à sa faveur. En revanche, l'Arabie saoudite fera appel aux États-Unis contre le même Saddam lors de la seconde guerre du Golfe en 1990-91. Arafat sollicitera le recours de l'Europe et des États-Unis pour faire avancer les thèses palestiniennes. Donc on voit combien à la fois le nationalisme rejette l'extérieur et en même temps le système politique l'appelle. Et ce sont les mêmes. L'impression de l'Occident est multiforme. Les sociétés arabes doivent surmonter le choc traumatique de l'hyperpuissance impérialiste d'États considérés comme chrétiens, chercher les secrets de ce renversement des rapports de force et s'adresser à ces mêmes États dans un système de relations internationales, ce qui suppose l'adoption d'un vocabulaire compatible avec celui de la langue politique occidentale. Les impératifs d'une survie, afin d'échapper à la nuit coloniale où tombe l'Algérie,
ajouté aux intérêts matériels immédiats, ne laisse d'autre alternative que l'acceptation des transformations en cours. On comprend aisément que dans un tel contexte, et en dépit de la sincérité réelle des acteurs, les grandes idéologies seront bien souvent vues comme des instruments et non comme des fins en soi. Ainsi, le libéralisme, d'abord économique puis politique, servira de panacée capable de guérir tous les maux. Au XXe siècle, le nationalisme et le socialisme seront investis des mêmes pouvoirs. Même l'islamisme, mouvement authentitaire par excellence, est compris comme la solution de tous les problèmes contemporains. La pratique religieuse, jusque-là modelée sur une forme d'imitation du prophète, devient une sorte de refuge où s'affirme de façon compensatoire une utopique société islamique impossible à réaliser concrètement. Les circonstances pèsent lourdement. La conscience du retard conduit à une démarche volontariste et autoritaire. Les peuples soumis à la domination coloniale dénoncent cette imposture qu'est le discours libéral de l'Europe. Les multiples déceptions engendrées par les promesses non tenues nourrissent une culture du ressentiment. Le refus par l'Europe d'admettre, avant 1914, que les musulmans puissent disposer du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est reconnu aux chrétiens des Balkans, nourrira une thématique du deux poids, deux mesures, avivée ces dernières décennies par le drame palestinien. La lutte pour la libération nationale ouvre la voie à la violence. La géopolitique des voies de communication et des ressources d'énergie attire irrésistiblement les grandes puissances du moment qui exploitent les rivalités locales de la même façon que les acteurs locaux profitent des compétitions de ces mêmes puissances. La colonisation, puis la décolonisation, engendre une brutalisation des populations et une culture de guerre qui, trop aisément, se transplante dans le domaine intérieur. La violence révolutionnaire, née de la conjonction entre un malaise rural rendu insupportable par la croissance démographique et les ambitions politiques d'une classe moyenne, définie surtout par son accès nouveau à l'enseignement moderne, se trouvera justifiée par les éloquents exemples européens. La figure de l'officier et du militant politique, dont une part de la parenté se trouve encore dans le monde rural, exprimera ce mélange détonnant entre les affirmations socialistes et nationalistes, une pratique politique carbonariste et conspirative, et le recours, qui est aussi un retour, aux solidarités familiales élargies. Cette région du monde acquiert la triste réputation, hélas parfois bien méritée, de terre de violence et d'autoritarisme. Si l'Orient, selon l'expression, devient toujours plus compliqué, quelques grandes tendances se sont toutefois imposées ces 2 derniers siècles. La première est la croissance continue du nombre. L'espace ottoman était plus que sous-peuplé face au monde plein que constituait l'Europe. À des dates différentes selon les régions, commence un irrésistible accroissement des populations qui se trouve multiplié par des facteurs de 15 à 20 en moins de 200 ans. La seconde tendance est une ouverture exceptionnelle au monde. Imposée au Maghreb par la colonisation, elle apparaît comme l'aspiration spontanée d'un Levant dont la vocation imparfaitement réalisée était de s'étendre à l'ensemble de l'Orient arabe. La diaspora arabe sur plusieurs continents date du dernier tiers du XIXe siècle et se poursuit encore aujourd'hui. Le nombre de bilingues ou de trilingues est impressionnant dans les élites au sens large du terme. Bien des parties de ce monde arabe, que l'on décrit fermé sur lui-même, sont plus ouvertes au grand large que ne le sont certains grands pays industrialisés, et c'est probablement là que se situent les clés des développements de demain. Le mot d'ordre d'aujourd'hui, toujours imposé de l'extérieur, semble être celui de la démocratisation. Aucune essence arabe a priori ne s'y oppose.
L'Orient arabe d'avant les années 1950 a connu un véritable âge libéral en voie d'être réhabilité après les condamnations des régimes révolutionnaires. La composition socio-économique actuelle y est plutôt favorable. L'autoritarisme des pouvoirs en place dérive de facteurs historiques en bonne partie révolus, comme la lutte pour la libération nationale, le volontarisme étatique au service du développement économique, l'adoption d'une voie socialiste sur le modèle de l'Europe de l'Est, les conséquences négatives de la rente pétrolière qui isole le pouvoir de la société. Les obstacles viennent largement de la dégradation de ces facteurs, comme l'impact d'un clientélisme lié à des formes multiples de corruption, ou le maintien d'un système éducatif fondé souvent sur la répétition et le principe d'autorité. Néanmoins, des signes encourageants apparaissent. À l'heure actuelle, les pouvoirs en place, qui ne disposent plus des ressources nouvelles indispensables à l'entretien des clientèles et de la paix sociale, n'ont d'autre choix pour faire face aux défis inquiétants du nouveau siècle que d'admettre la rationalisation des administrations et une rénovation des systèmes éducatifs. Les chaînes satellitaires arabes et l'Internet sont en train de créer un nouvel espace de débat du Golfe à l'océan et de rendre inopérants les mécanismes du contrôle de l'information. En dépit du fait que les identités régionales se sont confirmées tout au long du dernier demi-siècle, le discours et la réflexion politique s'inscrivent naturellement dans ce vaste cadre que constitue le monde arabe, dont il serait vain de nier l'existence. Si les transitions politiques des dernières années ont pris la forme de successions héréditaires, les demandes des nouvelles générations sont en partie entendues, au moins symboliquement. Les points cruciaux restent l'alternance politique sans violence et les risques de réactions nationalistes et identitaires face au renouveau des ingérences étrangères qui conduiraient à une refondation de l'autoritarisme nourri par la permanence de la culture du ressentiment. Le grand enjeu de notre temps est le passage progressif de la culture de guerre à la culture de paix, aussi bien dans les domaines intérieurs qu'extérieurs. Si l'acceptation du pluralisme est la condition de la démocratie, le respect de l'exigence de dignité nationale est tout autant nécessaire. La démocratie ne peut être imposée de l'extérieur, fût-ce de façon paternaliste. Mais on ne peut non plus justifier le maintien d'un autoritarisme répressif au nom des nécessités d'une stabilité indispensable à l'ordre géopolitique mondial. Les musulmans arabes et non arabes ne sont pas prisonniers d'une expression politique de l'islam définie comme unanimiste et autoritaire. Ici et là émergent des forces sociales qui se revendiquent d'une démocratie musulmane comparable à la démocratie chrétienne européenne, même si l'analogie peut être jugée contestable. Comme dans toutes les autres religions du livre, ce qui compte est l'interprétation des textes sacrés, et cela fait déjà plus d'un siècle que la langue politique de l'islam a été adaptée au principe du libéralisme politique. Le problème de la laïcité ou du sécularisme n'est pas tant l'intervention des religieux dans la vie politique que celui de l'imposition de la loi religieuse dans la vie civile, avec toutes les conséquences que cela comporte pour le statut juridique des personnes et pour les libertés de pensée et de création. L'histoire contemporaine n'a nulle vocation prédictive. Elle a les moyens et le devoir de déboucher sur la constitution d'outils de compréhension. Il s'agit ici de questions ou de personnages historiques qui sont au centre du récit des 2 derniers siècles des sociétés arabes. Si cette chaire a pour ambition d'approfondir l'étude de ces sujets, elle n'a ni la prétention ni les moyens de les épuiser. Le premier chantier est la question de Palestine, entreprise que je mène depuis plusieurs années. Comment ce minuscule territoire est-il devenu ces dernières décennies l'un des grands enjeux mondiaux? C'est que le devenir de la Terre sainte
s'inscrit tout aussi bien dans la longue durée de la sacralité liée aux grandes religions monothéistes qu'au grand drame contemporain, comme le sort du peuple juif et les tourmentes ressenties de la colonisation et de la décolonisation. Toutes les composantes du sacré, composantes religieuses, nationales, historiques, sont présentes dans cette terre dite sainte. Si l'ampleur des passions attisées par un tel sujet appelle une démarche particulièrement soucieuse des souffrances des uns et des autres, elle ne doit pas entraver la fermeté dans l'analyse et le commentaire. Respect n'est pas complaisance. Facteur puissant de la construction des États de l'Orient arabe, la question de Palestine reste un point fondamental de désaccord entre d'un côté les mondes arabes et musulmans, ainsi qu'une large partie des pays anciennement colonisés, et de l'autre, le monde dit occidental. Tout essai de compréhension du monde arabe ne peut faire l'économie d'une telle recherche. Mais nos propres sociétés sont aussi concernées, comme le montre la virulence de nos propres réactions. Seule une histoire, prenant en compte l'ensemble de ces éléments, permet d'échapper à une vision unilatérale. Le cours de cette année partira de la date cruciale de 1948, point de référence auquel renvoient toutes les tentatives actuelles de solution, dites question dites des réfugiés en particulier. Une fois la description achevée, il faudra passer à une démarche plus synthétique, permettant, selon l'expression consacrée chez les historiens, de penser la question après l'avoir décrite. La culture politique arabe, affranchie de toute perspective essentialiste, permet de saisir le monde arabe dans sa globalité pour la période considérée. La très abondante littérature mémoriale actuellement en cours de publication me paraît être le meilleur moyen d'y accéder directement. Elle donne, pour chaque génération, les représentations des acteurs et leurs justifications. L'écart entre le moment de la rédaction et celui des événements rapportés, avec ce qu'il comporte d'apologie, de remise en cause ou éventuellement de silence, donne la mesure des changements de perspective. Tel est le cas en particulier pour les décennies de la période révolutionnaire qui suit le second conflit mondial. Après avoir été considéré comme le moment de l'affranchissement et de la construction nationale, cette époque aujourd'hui est accusée d'être la matrice de tous les marasmes contemporains. C'est la querelle, par exemple, sur le sens du nasserisme. On se bornera ici à tenter d'en évaluer sereinement les tenants et aboutissants. Le séminaire, destiné à être l'expression d'un groupe de recherche, se fixera donc comme objectif l'élaboration d'un commentaire critique de ces sources d'information qui pallient en partie le manque d'accès aux archives arabes et qui sont le contrepoint des données extérieures à la région. Après la question de Palestine, j'envisage de traiter cette grande méconnue qu'est l'histoire des États arabes, où s'imbriquent inextricablement lutte politique, pression extérieure, fourniture de services collectifs. Un moment où l'on appelle les sociétés civiles à démocratiser leurs appareils étatiques, il serait temps de mieux connaître ces derniers. Robert Montagne avait jadis ouvert la voie dans ce domaine. Il est regrettable qu'une certaine science politique plutôt normative ne l'ait pas suivi. Sans être une réalité importée, les formations étatiques existent dans cette région du monde depuis plusieurs millénaires, l'État arabe est l'héritier de l'administration ottomane et des systèmes politiques impériaux, français et anglais pour l'essentiel. Il a été façonné par les différents modèles socio-économiques décrits plus haut et a été remanié en fonction des aides et des coopérations venues des grands États industrialisés,
par exemple l'Union soviétique et le bloc de l'Est pour les régimes dits révolutionnaires. Chaque institution, prise individuellement, peut ainsi présenter un condensé de l'histoire intérieure et extérieure du pays. Et au-delà de la culture politique, ces études permettront d'avancer dans le champ prometteur des cultures professionnelles qu'engendrent ces institutions. En 1799, pour la première fois dans l'histoire, sous la plume de Volney, le terme franco-arabe est apparu. Dans sa leçon inaugurale de décembre 1956, en pleine crise de Suez donc, Jacques Berck s'interrogeait sur l'avenir de ce qu'il appelait la chose franco-arabe. Près d'un demi-siècle après, persiste la même difficulté de définir cette réalité, composée de citoyens français originaires des pays arabes, des francophones du monde arabe, sans parler de ceux d'entre eux qui affluent chaque année renforcer l'identité québécoise et le petit monde des arabisants. Il en est de même de ces entités encore moins bien connues que sont les choses anglo-arabes ou américano-arabes. D'autres encore sont en gestation, par exemple en Australie ou en Afrique du Sud. Étudier les intersections entre les sociétés permettra de montrer la force négligée des interactions. À un moment où les extrémismes de tous bords semblent donner raison à ceux qui reprennent le refrain, bien ancien pourtant, du conflit des civilisations, il apparaît plus que jamais urgent de répondre à de telles dérives par les exigences du dialogue et de la compréhension mutuelle. Parce que ce qui était jadis extériorité est désormais devenu en partie intériorité réciproque, une réflexion rigoureuse et honnête s'impose comme exigence intellectuelle, voire comme devoir civique. Dans le domaine qui est le mien, et grâce à cette chaire dans cette prestigieuse institution qu'est le Collège de France, garant de liberté intellectuelle, je tâcherai d'être fidèle à cette mission. Je vous remercie.